Alors l'émission va être un petit peu dure, on va dire des choses rudes pour les gens qui ont fait qu'il faudra pour comprendre avoir fait ses études, comme dit je ne sais plus qui. Victor Hugo. Merci, voilà, c'est ça. Victor Hugo, poète français, on dit. Les pauvres. Et je vais préparer cette émission en vous citant, en prenant un petit cordial pour le voyage, donc 3 paroles de pape ou de bienheureux. Parole de Léon XIII qui a tant aimé la France, ne parlez jamais de la ruine et de l'anéantissement de la France dans le monde. La France nous est nécessaire, à travers ses désastres, ses déchirements, elle remplit encore sa mission, c'est toujours la fille aînée de l'Église. Pie X, en octobre 1903, chaque matin ma première pensée est pour la France, je prie tous les jours pour votre bien-aimée patrie afin qu'elle reste digne du beau titre de fille aînée de l'Église. Et enfin, le bienheureux Ange d'Acry, capucin béatifié en 1925, le 30 mai 1792, parmi les personnes qui venaient voir mourir le saint, se trouvait un Français. Dès que le bienheureux le sut, il s'écria « France, France, c'est Saint-Denis qui, par ordre de Marie, t'a apporté la foi. Rien ne pourra jamais la déraciner de ton cœur. » Alors, avec ça, on est équipé pour le voyage, mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir un petit peu de tempête dans les jours à venir, probablement. Et il faut dire que la France est un pays occupé. Et que il faut vivre en pays occupé, c'est pas facile. On est exactement dans la situation des pays occupés et de la France occupée d'il y a 60 ans, puisqu'on a un gouvernement de collaboration qui collabore avec l'occupant et une justice de collaboration qui collabore avec l'occupant. Et donc il faut se faire une raison et entrer en résistance morale avant de pouvoir entrer en résistance autre que morale. Je vais vous citer un exemple de l'occupation. Vous ne l'avez pas entendu à la radio. Curieusement, le Premier ministre, 3 fois rien, n'a pas pipé mot à propos de cette affaire. Il aurait pourtant pu nous servir ses tartines habituelles sur le racisme. Eh bien, pas du tout, on l'a pas entendu. Alors voilà l'histoire, je vous la raconte, parce que si vous n'êtes pas lecteur du Parisien libéré, vous ne l'avez trouvé nulle part. Et encore du Parisien Seine-et-Marne Nord, parce qu'on peut pas dire que Seine-et-Marne Nord, parce que Seine-et-Marne Sud, rien. Donc voilà l'histoire. Dimanche, David, 33 ans, footballeur professionnel, rend visite à une jeune fille rencontrée 2 semaines plus tôt. Il raconte: je suis arrivé au bâtiment Argonne à Beauval pour rendre visite à une amie avec 3 bouquets de fleurs à la main. Pendant que je vérifiais son nom sur les boîtes aux lettres, un jeune de 18-20 ans m'a interpellé sur un ton très agressif. « Oh, que tu viens voir, toi, t'es dans ma cité, on te connaît pas. » Bon. Puis il a appelé Mohamed, le frère de mon ami. J'ai senti l'embrouille, mais j'étais coincé dans le hall. Mohamed a vu les fleurs et m'a insulté et m'a mis un coup de poing dans la figure. Ils étaient 4, ils m'ont jeté à terre et m'ont tabassé, coup de pied dans les côtes et le dos. Puis ils m'ont traîné dans l'ascenseur pour me conduire chez Mohamed. Devant l'appartement, j'ai réussi à m'échapper, j'ai dévalé les escaliers comme un fou. Et c'est alors que l'enfer a commencé. J'ai couru sur 200 mètres, mais mes 4 agresseurs ont rameuté du monde. Ils avaient la haine que je parvienne à m'enfuir. J'étais poursuivi par une 15aine de jeunes. Un livreur de pizza en scooter m'a foncé dessus pour que je tombe. J'ai senti ma jambe se plier. Alors la meute m'est tombée dessus. Chacun y allait de son coup de pied. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne m'attendais pas à me faire lyncher en apportant des fleurs. Il faut dire à qui il apportait des fleurs aussi, quelle idée bizarre. 35 minutes m'ont paru interminables. Un mineur de 17 ans m'a mis un coup de tête. J'ai une double fracture du nez. Il a été arrêté. La justice l'a remis dehors. Un autre m'a dépouillé de mes 2 téléphones portables, de ma montre, de ma gourmette en or et de 40 € en liquide. Le journaliste lui dit: à quoi devez-vous votre salut? Je m'entraîne 3 heures par jour. Mon niveau sportif m'a sauvé la vie. Et alors là, écoutez, parce que vous allez voir ce que c'est que ces occupants. C'est même pas des êtres humains. Je veux dire, c'est des fauves. Écoutez ça. À un moment, ils ont commencé à se battre entre eux. Forcément, il y en avait un qui avait dû piquer le téléphone, l'autre le deuxième téléphone, il y en a un piqué la montre. Oh, donne-moi la montre, attends qu'elle est dedans, ta mère. Et ils se sont battus entre eux pour piquer la montre et le téléphone et le fric. Ça fait résister et la gourmette en or. À un moment, ils ont commencé à se battre entre eux. J'en ai profité pour courir jusqu'au carrefour près du commissariat et je me suis évanoui. Je suis allé jusqu'au bout de moi-même comme je peux le faire dans un match de foot. Quelles séquelles regardez-vous aujourd'hui? J'ai 15 jours d'ITT, interruption temporaire de travail provisoire. Je dois me faire opérer du nez. Mardi, je vois un chirurgien pour savoir si ma cheville endommagée doit être également traitée. Et psychologiquement, alors là, écoutez, ce garçon, il a 33 ans. Alors, il s'est fait casser la gueule, bon, c'est clair. Mais il y a, on est en 2002,
Donc il y a 80 ans, il y avait des gars de son âge qui essuyaient à Verdun un déluge de bombes et d'obus toute la journée. Et qui après partaient en permission et qui venaient se faire casser la gueule au feu. Alors voilà, ce garçon de 33 ans, ce qu'il nous dit. Parce qu'il s'est fait casser la figure. Depuis une semaine, je dors avec la lumière allumée. Le psychologue me dit que je suis solide. Qu'est-ce que ça serait s'il n'était pas? Sportif, mais que je dois être entouré. Mon meilleur ami m'héberge. C'était un acte de violence gratuite et je ne souhaite pas à mes agresseurs de vivre ce que j'ai subi. Alors qu'au contraire, ils devraient leur souhaiter de subir 10 fois plus. Voilà. Je ne suis pas prêt de recommencer à offrir des fleurs à une femme. Donc, mesdames, vous avez compris, vous êtes toutes dans le coup. Il n'y a aucune précision. À une femme, voilà, il ne faut pas offrir des fleurs à une femme. Parce qu'autrement, on se fait battre par des jeunes. Alors, il faut décoder la presse maintenant. Alors, par comparaison, vous avez vu cette histoire, le beurre de 17 ans qui lui a éclaté la tête, écrasé le nez à coups de tête, il a été immédiatement remis en liberté. Alors, maintenant, je me tourne vers François Lalin, à qui je vais demander de me raconter ce qui lui est arrivé à lui. Vous avez été accusé d'avoir fait partie du petit groupe de royalistes qui est allé coller une tarte à la crème, je précise, pour une lectrice qui croit qu'une tarte, ça veut dire qu'on l'a giflé. Une tarte à la crème, c'était vraiment de la crème ou c'était de la mousse à raser? Non, c'était de la mousse à raser. Ah bon, tant mieux. On a pris quelques précautions. La difficulté était d'approcher la personne avec discrétion. Donc effectivement, le lendemain, on a été interpellés. Enfin, donc deux camarades ont été interpellés chez eux, perquisition, saisie des ordinateurs. Le surlendemain, ils étaient chez un autre camarade et chez moi-même. Attendez, répétez ça. Saisie des ordinateurs. Oui, saisie des ordinateurs. Parce que ils ont dû programmer l'entartage sur ordinateur. Ils ont pris l'ordinateur portable, l'ordinateur principal chez moi, un appareil photo numérique qui effectivement aurait pu servir à la photographie, puisque effectivement, comme beaucoup de gens, la photographie est apparue sur Internet. Excusez-moi, vous n'avez pas dit qui a été entarté? Alors, tout à fait. Il y a des gens qui sont peut-être pas au courant. Tout à fait. C'est le curé de la basilique Saint-Denis qui a été entarté, le fameux curé donc qui est à l'origine du mouvement des clandestins que nous connaissons aujourd'hui, et qui a invité sciemment des dizaines ou je crois même des centaines d'immigrés clandestins illégaux hors la loi, à occuper la basilique Saint-Denis, qui est tout de même la basilique dans laquelle reposent nos rois de France. Donc en tant que professeur d'histoire-géographie, surtout d'histoire d'ailleurs, j'ai pensé qu'il s'agissait là d'une insulte à toute l'histoire de France. Pas seulement, je n'ai pas réagi en tant que royaliste. D'ailleurs, je ne suis pas réellement royaliste, mais j'ai réagi simplement en tant que Français qui tient quand même au patrimoine historique, tout simplement, quoi. Alors, à la suite de ça, donc, perquisition chez vous, confiscation des ordinateurs. Oui, 6 personnes, c'est la brigade criminelle de Bobigny, donc, qui est intervenue. La brigade criminelle de Bobigny, qui n'a évidemment que ça à foutre, parce que, comme chacun sait, Bobigny est un havre de paix. Oui, surtout à Bobigny. Alors bon, les policiers sont montrés assez corrects, si je puis dire. Politiquement, ils nous ont fait comprendre que c'était pas vraiment leur tasse de thé. Bon, c'était pas non plus la peine de discuter avec eux. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, s'ils n'ont toujours pas compris notre démarche, les racailles se chargeront de leur faire comprendre tôt ou tard. Donc, on n'a pas vraiment discuté avec eux. Je crois que c'était pas vraiment la peine. Et puis j'ai appris donc qu'hier ils étaient intervenus à nouveau. Ah, vous êtes passé 48 heures en garde à vue. Oui, effectivement. Oui. 48 heures en garde à vue. 48 heures en garde à vue. Donc, pour avoir entarté avec de la crème à raser, un cureton. Voilà. Et je précise bien que le curé n'a subi aucune violence. Et contrairement à ce qu'on laissait prétendre les journaux, Le Parisien de Seine-Saint-Denis notamment, où on parle de militants nazillons qui se sont rués sur le curé, l'ont violemment pris à partie, l'ont aspergé de gaz lacrymogène. J'insiste bien, le curé n'a subi aucune violence. Alors effectivement, il y a un jet de gaz lacrymogène qui est parti, mais c'était sur le parvis de la basilique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que un bedeau et un paroissien nous ont poursuivis, je dirais, à quelques mètres, évidemment, avec quelques précautions, en hurlant au fascisme et à l'assassin, jusque dans la station de métro. Alors, effectivement, on a pris le métro à la station Saint-Denis-Basilique, et là, ce paroissien, qui avait quand même une verve assez importante, n'a cessé d'interpeller les gens pour leur demander de nous arrêter. Donc, tous les musulmans qui étaient sur le quai, il y en avait quand même une certaine quantité, écoutaient son discours, et lui interpellait les musulmans en appelant à se saisir de nous pour nous ramener au poste de commissariat. Donc on a trouvé que c'était un petit peu évidemment cavalier de sa part. Ceci dit, bon,
Alors, moi je l'ai pas laissé parler, si vous voulez, j'ai parlé autant que lui, pour essayer d'un petit peu de noyer le poisson. J'étais bien obligé je le traitais, si vous voulez, d'antisémite, de raciste. C'était la seule possibilité que nous ayons pour nous en sortir, parce que lui, effectivement, il était dans un milieu qui était conquis. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite policière et juridique des événements. Alors, donc, nous avons été, à l'issue de ces 48 heures, on a été présentés devant un juge d'instruction. Le parquet requérait contre nous, donc, 3 chefs d'inculpation, à savoir violence en réunion avec préméditation, avec arme. 2e chef d'inculpation, association de malfaiteurs. Et 3e chef d'inculpation, incitation à la haine raciale, sachant que... Ça, c'est les assises, hein. C'est pas la correctionnelle, c'est les assises. Alors, le juge d'instruction n'a finalement retenu que le violence en réunion avec préméditation avec arme. Le parquet requérait aussi contre nous donc la détention préventive, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, moi, je suis en tout cas en sous contrôle judiciaire, mais le parquet a fait appel et je risque la prison le 18 octobre puisque je passe en audience du fait que le parquet fasse appel de la décision du juge d'instruction. Voilà, je risque la prison simplement pour avoir appliqué sur les joues du curé quelques mousses à raser. Voilà, c'est ça. Si vous croyez encore à la justice en France, vous savez, il faut à mon avis, vous faire soigner rapidement parce que là, ça commence à devenir pathologique. Comparer ce qui a été fait à Patrick Lalin et à ses amis avec le traitement qu'ont subi les fauves, les racailles qui ont massacré ce jeune footballeur à Beauval parce qu'il avait porté des fleurs à une beurette. On peut dire, quel imbécile, mais vraiment, il n'y a pas assez de filles de chez nous pour aller draguer dans les territoires occupés des filles d'occupants. Enfin, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment... Bref. Eux, ils sont en liberté alors qu'ils ont massacré un type. Et vous, qui vous êtes contenté de préparer au rasage un curé qui doit raser tous ses paroissiens tous les dimanches avec ses sermons filandreux, vous risquez d'aller en prison. On a l'impression d'être des parias maintenant. Les patriotes français, les nationalistes sont des parias dans leur propre pays. Exactement. On a vraiment l'impression d'être pourchassés. Donc je dis bien que nous sommes dans un pays occupé dont le gouvernement, la justice et la police sont un gouvernement, une police et une justice de collaboration. Et ça, un jour, il vous arrivera, mes enfants, je vous le dis, ce qui est arrivé aux collaborateurs il y a 60 ans. Exactement. On vous traitera de la même manière. Faut le savoir. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Vous avez encore le temps de vous racheter. Alors à la vitesse où vont les choses, on peut se demander si Notre-Dame de Paris finalement ne sera pas un jour et même très prochainement occupée par les immigrés clandestins. C'est du domaine du possible. Ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet des gangs mafieux qui exploitent la misère des immigrés illégaux en France. Alors qu'est-ce qu'on fera ce jour-là? La question est là. Moi j'interpelle un petit peu les présidents d'associations et de partis politiques. Qu'est-ce que l'on fera lorsqu'ils occuperont Notre-Dame de Paris? Eh bien on fera ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on fera comme on lèvera le petit doigt et on dira vous comprenez, on ne peut pas s'en prendre à l'abbaye sacerdotale, c'est un manque de respect pour l'abbaye sacerdotale. Moi je veux bien, le premier qui manque de respect à l'abbaye sacerdotale, c'est ce Curton qui est un agent communiste et qui utilise ses fonctions les apparences de fonctions qu'il a pour faire du travail de subversion. Et l'Église de France est pourrie par des gens comme ça, qui se servent de leurs apparences pour pourrir la tête des fidèles. Et on entend les fidèles te dire des discours, encore une fois, de collaboration. Et donc si ça sert à ça, eh bien, il faudra le savoir. Voilà, des messages. Si Serge Le Béquet, je pense que nous sommes en pays occupé, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec lui. Marine Le Pen a déclaré que M. Raffarin allait dans le bon sens. No comment. Elle a aussi déclaré que la loi sur l'avortement était une excellente chose, et elle a été également l'avocate d'un immigré hors la loi dont elle a obtenu le maintien en France. Alors, c'est son droit le plus strict. Je veux dire, ça vraiment, si Marine Le Pen pense que l'avortement est une bonne chose, que l'occupation par des immigrés hors la loi est une bonne chose, et que Raffarin a fait une bonne politique, elle a parfaitement le droit de le penser, et elle a d'autant plus le droit de le penser d'ailleurs qu'il y a une majorité de Français qui pensent la même chose. La preuve, c'est que Raffarin est Premier ministre. Bon, c'est tout, voilà. Donc j'ai absolument aucun commentaire à faire sur les opinions de mademoiselle Marine Le Pen, qui ne représente qu'elle-même. Si son père disait ça, ça me gênerait beaucoup parce que son père représente quand même un grand parti de la droite nationale et patriotique. Mais elle représente absolument rien, donc pour tout vous dire, je me balance complètement de ce qu'elle peut raconter, pour être clair.